Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, monsieur le vice-président du Conseil général, messieurs et mesdames les élus, mesdames et messieurs, et chers amis, alors ne vous attendez pas à un cours d'histoire de ma part. Je ne suis pas historien. Je vous invite simplement à une causerie relative à une anecdote thoirisienne et à son contexte. Car il est en effet, vous le savez, des moments où l'histoire hésite, et justement, eh bien, Thoiry fut le réceptacle de l'un d'entre eux. Alors, cette année 1926, les cendres de la Grande Guerre 14-18 fument encore. Les nationalismes parlent à nouveau haut et fort pour rebattre les cartes. De brutales idéologies se déploient sur le terreau des crises sociales et économiques pour évincer la démocratie, la raison et les lumières. Les doux démocrates, Mussolini et Staline, sont aux manettes de l'Italie et de l'Union soviétique. Et le tendre Adolf Hitler vient justement, en cette année 1926, de publier son Mein Kampf. Alors, tout semble réuni pour que tout explose. Sauf que deux hommes, deux géants fragiles, Aristide Briand le français, Gustav Stresemann l'allemand, eux veulent la paix. Aristide Briand, 11 fois chef du gouvernement, 23 fois ministre, record jamais égalé. Acteur central de la loi de séparation de l'Église et de l'État du 9 décembre 1905, mais aussi chef de guerre, de 1915 à 1917, puis pèlerin de la paix, et enfin promoteur des idées d'Union européenne et de marché commun européen. Gustav Stresemann, Gustav Stresemann est l'auteur principal du redressement de l'Allemagne suite à sa défaite. C'est quelqu'un, Gustav Stresemann, attention. En 1923, par exemple, lorsqu'il est chancelier de la République de Weimar, il stoppe net la tentative de coup d'État d'Adolf Hitler. Cependant, culturellement et politiquement, eh bien, il se réfère aux doctrines du pangermanisme allemand. Stresemann est un Allemand. L'Anschluss, Danzig font partie de ses revendications. Alors, ça le conduit tactiquement à finasser. C'est lui qui l'écrit. Et ce mot finasser lui restera attaché bien après sa mort. Alors 1926, le 10 septembre, pardon, à Genève, c'est la 7e conférence de la Société des Nations, ancêtre de l'ONU. Et l'Allemagne, qui représente, est donc réintégrée dans le Conseil des Nations. Et le 17 septembre, une semaine plus tard, il rencontre secrètement Briand à Thoiry, en hôtel léger, ceci pour sceller la réconciliation franco-allemande, et ce sont effectivement les historiques entretiens de Thoiry. Mesdames, Messieurs, il faut bien savoir que cette rencontre s'inscrit dans un bloc de traités et d'accords internationaux passés entre 1925 et 1928. Leur objectif était d'éradiquer les sources de conflit par la concertation internationale. Briand et Stresemann en sont le moteur et les entretiens de Thoiry en constituent finalement un pic. Mesdames et messieurs, la grande histoire fait parfois halte en de délicieux endroits, tel l'hôtel Léger de Thoiry par exemple à cette époque. Hermann Léger en est l'amphitryon, et je salue à mon tour cordialement la présence de ses descendants parmi nous. Hermann avait une devise: truite au bleu, canard à l'orange, ballotine de pigeon, langouste à l'américaine.
on comprend très bien que le fin gourmet qui était Aristide Briand, un habitué fidèle, ait fait sienne lui aussi cette devise. Mais il n'est pas le seul, parce qu'à l'époque, les diplomates de la Société des Nations, de grandes personnalités telles que Paul Painlevé, qui est un grand savant, ministre de la guerre, Herriot, mais aussi Einstein, Marie Curie, ou encore Lagacan, et bien d'autres célébrités fréquentent cette table bien connue. Et entre nous, franchement, il y a de pire endroit pour refaire le monde. Alors, Aristide Briand, quel parcours unique! Briand, l'homme de guerre. Lors de la Première Guerre mondiale, 14-18, il y a d'un côté les Alliés, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, la Russie, les États-Unis, et en face, de l'autre côté, les empires centraux, l'Allemagne, l'Autriche, Hongrie, la Turquie, la Bulgarie. Alors vous savez, l'histoire privilégie beaucoup le rôle de Clémenceau. C'est un petit peu injuste à l'égard d'Aristide Briand, car enfin, Aristide Briand fut d'octobre 1915 à mars 1917 président du Conseil et ministre des Affaires étrangères. Il dirige donc la France, coordonne l'action des Alliés, fait face au choc de Verdun et engage la bataille des Dardanelles. Ce n'est pas rien. Briand, le pèlerin de la paix. Alors, les célèbres traités de Locarno, celui de 1925 qui garantit la paix en Europe, enfin qui essaie de garantir la paix en Europe. Les signataires en sont Briand, l'Allemand Stresemann, l'Italien Mussolini, le Britannique Chamberlain, le Belge Van der Belt, le Tchèque Beneš et le Polonais, je n'arrive pas à prononcer son nom, vous m'en excuserez. Le 27 août 1928, c'est le second traité de Locarno, qui cette fois est signé avec le secrétaire d'État américain Frank Kellogg. C'est très important ce pacte Frank Kellogg sur la sécurité collective. Il est approuvé par 57 pays et il met la guerre hors la loi. Et troisièmement, Briand, l'européiste ou l'européen, comme vous voulez. En 1929, il prône la création d'une fédération européenne d'États souverains et l'établissement d'un marché commun pour l'élévation du niveau maximum de bien-être humain sur l'ensemble des territoires de la communauté européenne. En 1929. Quatrièmement, Briand, le conciliateur, c'est peut-être de cela qu'il est encore aujourd'hui le plus connu. En effet, depuis la Révolution de 1789, la question religieuse divise profondément les Français. Rapporteur de la loi de séparation de l'Église et de l'État du 9 décembre 1905, il les rassemble sur un même projet. 1. La République assure la liberté de conscience. 2. Elle garantit le libre exercice des cultes. Et 3. Elle ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Car il faut bien savoir qu'au tournant des années 1900, la guerre menace entre la France et l'Allemagne de Guillaume II, déjà en 1900. Sur fond de lourde rivalité coloniale, surtout en Afrique, et d'esprit revanchard du côté français, suite à l'annexion de l'Alsace-Moselle en 1970, il faut rassembler les Français dans une maison commune. Ce sera la République laïque et indivisible. À un moment où, aujourd'hui, on parle beaucoup de laïcité, on la met à beaucoup de... on la commode à pas mal de sauces. C'est peut-être pas mal d'écouter ce qu'en disait lui, Aristide Briand, devant la Chambre des députés, le 20 avril 1905. La République ne saurait opprimer les consciences, ou gêner dans ses formes multiples l'expression extérieure des sentiments religieux. Elle entend respecter et faire respecter la liberté de conscience, la liberté des cultes. En votant la loi, vous ramènerez l'État à une juste appréciation de son rôle et de sa fonction. Vous rendrez à la République sa véritable tradition révolutionnaire et vous aurez accordé à l'Église ce qu'elle a seulement le droit d'exiger, à savoir la pleine liberté de s'organiser, de vivre et de se développer selon ses règles et par ses propres moyens,
sans autre restriction que le respect des lois de l'ordre public. Ou alors, si quelqu'un avait cette arrière-pensée de faire une loi de séparation qui devint une manière indirecte, sournoise, une entrave à l'exercice des cultes, une atteinte à la constitution des églises, je vous déclare qu'il ne me trouverait pas en communion de pensée avec lui. Jamais en aucun moment je n'ai voulu supposer qu'il puisse se trouver dans le Parti républicain, surtout dans la libre pensée, des hommes animés de telles intentions. Voulez-vous une loi de large neutralité, susceptible d'assurer la pacification des esprits et de donner à la République, en même temps que la liberté de ses mouvements, une force plus grande? Si oui, faites que cette loi soit franche, loyale et honnête. Faites-la telle que les églises ne puissent y trouver aucune raison grave de bouder le régime nouveau, qu'elles se sentent elles-mêmes la possibilité de vivre à l'abri de ce régime, et qu'elles soient pour ainsi dire obligées d'accepter de bonne grâce. Car le pire qui pourrait arriver, ce serait de déchaîner dans ce pays les passions religieuses. Nous voulons que demain vous puissiez, vous républicains, dire dans vos circonscriptions qu'en affichant la liberté de conscience, en promettant aux fidèles qu'ils pourraient librement pratiquer leur religion, la République a pris un engagement sérieux et qu'honnêtement elle a tout disposé pour le tenir. Aux prêtres qui, entraînés par la passion politique, tenteront d'ameuter les paysans contre la République en leur disant qu'elle a violé la liberté de conscience, vous puissiez répondre simplement: voici notre loi, lisez-la et vous verrez qu'elle est faite de liberté, de franchise et de loyauté. 20 ans plus tard à Genève, le 10 septembre 1926, la 7e conférence de la Société des Nations accueille l'Allemagne en son sein. C'est un moment éminemment historique que l'entrée officielle de la grande vaincue de la Grande Guerre dans le concert des nations, et que Stresemann placera sous le signe du lyrisme humaniste et d'une manière encore jamais inégalée et qui restera toujours dans les annales. Écoutons Stresemann. Le grand architecte de l'univers n'a pas voulu ordonnancer un monde dans lequel les peuples s'opposeraient les uns aux autres. Sera un grand serviteur de la société humaine, celui qui développera avec force ses capacités personnelles, tant spirituelles que psychiques, grâce auxquelles il pourra agir de façon bénéfique pour l'humanité tout entière. Ce qui veut dire aussi au-delà des frontières de sa patrie, comme l'ont fait tous les grands hommes de toutes les nations. C'est dans un pareil état d'esprit que s'unissent toutes les nations et toute l'humanité. Elles peuvent s'unir dans les comportements politiques s'il existe une volonté de l'individu pour être au service du progrès de tous. Fin de citation. Avec non moins de lyrisme, Briand lui fait écho par une exhortation restée elle aussi célèbre dans les annales. Briand: arrière les canons, les fusils et les mitrailleuses, arrière les voiles de deuil, place à l'arbitrage, à la sécurité et à la paix. Nos peuples ont su faire preuve d'héroïsme sur le champ de bataille. Tous deux ont fait dans les combats une ample moisson de gloire. Ils peuvent désormais chercher d'autres succès sur notre champ. Fin de citation. Aristide Briand fait partie d'une organisation paramaçonnique d'origine américaine qui s'appelle la Chevalerie du Travail. La symbolique du devoir envers l'humanité en est le fondement, ce qui à coup sûr le rapproche philosophiquement de Stresemann. Cela dit, mesdames et messieurs, depuis la Grande Guerre 14-18, 8 ans se sont effectivement écoulés, et l'opinion mondiale attend de la France et de l'Allemagne qu'elles se réconcilient. La réconciliation franco-allemande est la pierre angulaire de la paix en Europe et de la paix dans le monde. Et l'opinion publique mondiale en est fortement convaincue. Et il appartient dans ces conditions à Briand et à Stresemann d'en sceller le principe. Alors vous comprendrez que pendant cette semaine où tout se passe à Genève, entre le 10 et le 17 septembre, la presse internationale s'accroche au basque de Briand
et de Stresemann. Mais le 17 septembre, un embarras de voiture, et quelques l'heure, ça va m'organiser, on prend le bateau, on prend pas le bateau, enfin bref, on sème les poursuivants, et nos deux compères s'éclipsent. Ils se retrouvent à Thoiry, à l'hôtel Léger. À l'hôtel Léger de Thoiry, pour les entretiens de Thoiry. Et tout va se jouer en quelques heures, très vite. Et l'histoire, vraiment ce jour-là, va choisir son camp. Mais laissons parler le futur docteur Gustave Léger. C'est l'un des fils des aubergistes. Il a 16 ans. Je revois cette journée de septembre 1926. Aristide Briand, déjà vieux, voûté, son chapeau de paille, sa cigarette brûlant sans cesse. Stresemann, massif, son chapeau vert, son cigare, ses salutations profondes, ses révérences. Le repas fut lent, mais dès le café, les deux ministres s'enferment dans la petite salle à manger. Et pendant 3h30, la discussion se poursuit. De temps à autre, au rez-de-chaussée, on devine au ton qui se hausse que la conversation tourne à l'altercation entre gens bien élevés, mais décidés à maintenir leur point de vue. Un coup de sonnette, l'entretien terminé, Stresemann parle le premier, s'engouffre dans sa voiture, Briand à la fenêtre attend et répond aimablement à la courbette que du fond de sa voiture le Stresemann, puis il s'assied dans le hall, rez-de-chaussée. Les personnes présentes le regardent avidement, ils ne parlent pas. Et lui de sourire toutes les questions, on a l'impression d'un homme très fatigué, un peu anxieux. Sa voiture l'attend. « Madame Léger, vous avez parfaitement réussi, à bientôt !» Et il s'en va, après avoir serré quelques mains. Fin de citation. Mesdames et messieurs, suite aux entretiens de Thoiry, le prix Nobel de la paix 1926 fut attribué conjointement à Briand et Stresemann pour l'ensemble de leur œuvre pour la paix. Quant à leur rencontre de Thoiry, il ne restera qu'un officiel communiqué lapidaire, masquant de vagues propositions, par exemple en matière d'évacuation de la Rhénanie par la France contre le soutien allemand au franc. Car il faut bien comprendre qu'en cette période charnière, où guerre et paix sont en balance, premièrement, Stresemann navigue à vue. Il veut certes la paix et la réconciliation franco-allemande, pas pour faire joli, mais pour assurer la prééminence de l'Allemagne en Europe. A l'inverse, en vue du même objectif, les revanchards du Parti national-socialiste allemand dénoncent le traité de Versailles. Et comme du côté français, Poincaré, président de la République, veut d'une politique de force vis-à-vis de l'Allemagne, l'Allemagne paiera, clame-t-il, le climat politique n'est quand même pas tout à fait à la détente, on en conviendra aisément. Et quant à Briand, eh bien, il y gagne le qualificatif peu glorieux de pacifiste bêlant. Et deuxièmement, l'irrésistible montée des courants dictatoriaux nationalistes, sur fond de formidable crise économique et sociale mondiale en 1929, qui va tout emporter, à la semelle des Mussolini, des Hitler, des Staline. Et puis troisièmement, le coup fatal. Stresemann, malade, meurt en 1929, âgé de 51 ans, et Briand le suit, le 17 mars 1932. Il a 70 ans. Une foule immense fait cortège à Briand. L'ambiance est lugubre. On crie la paix, la paix, la paix. Il pleut, il fait mauvais. Lugubre, vous dis-je, lugubre. Et alors tout s'accélère. 1933, Hitler retire l'Allemagne de la Société des Nations.
1936, il remilitarise la Rhénanie, piétinant ainsi le traité de Locarno. 1936, Espagne, push de Franco contre la République. Mars 38, c'est l'Anschluss qui voit passer l'Autriche sous la botte nazie. Septembre 38, accord de Munich entre la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Allemagne, qui laisse le champ libre à Hitler pour avaler la Tchécoslovaquie le 15 mars 39. 5 jours plus tard, il réoccupe le territoire de Memel, en Lituanie. 1er septembre 39, la Pologne est envahie par les armées allemandes, suivie par les armées soviétiques le 17 septembre. Entre-temps, le 3 septembre, la Grande-Bretagne et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Ainsi débute la Seconde Guerre mondiale, avec Auschwitz et Hiroshima comme point d'orgue. Mesdames et messieurs, je termine mon propos par 6 brèves notations. En 1944, le docteur Léger et son ami Gustave Monet sont du comité de libération de Bourg-en-Bresse. Gustave Léger écrira dans la revue Visage de l'Ain: « Thoiry m'a paru comme un acte de la grande illusion de cette recherche de la paix promise depuis si longtemps aux hommes de volonté, de bonne volonté, mais qu'hélas, ils n'ont pas su gagner. » Et il ajoute: « C'est là que je compris le sens du mot finacé. » Et il ajoute ceci aussi: « Puis ce fut la guerre, 39-40, la défaite, l'occupation. Les Allemands, arrêtés aussi bien à la Faucille qu'au Fort l'Écluse, n'occupèrent le pays de Gex qu'après l'armistice. L'occupation de l'hôtel ne fut pas que symbolique. Une grande draperie à croix gammée descendait du 2e étage au rez-de-chaussée. Officiers et soldats vers nombreux, ils ricanèrent. « Fini, fini, mauvais Stressmann, mauvais Briand. » Gustave Léger me dira: « Nix gut, Briand, nix gut, Stressmann. » Voilà ce qu'on entendait. Comme le symbole d'un espoir parti en fumée, furent longtemps conservés quelques débris de cigarettes à l'hôtel Léger. Un cadre contenant les photographies et les autographes de Briand Stressmann fut apposé dans la salle historique des entraînements de Thoiry, au-dessous cette phrase: « Vers la paix du monde. » Dans cette maison s'est tenue l'entrevue historique de M. Briand et Stressmann. Le traité de l'Élysée du 22 janvier 1963, entre De Gaulle et Adenauer, renouera la seconde réconciliation franco-allemande. Quant à Thoiry, et j'en termine, Thoiry, déclaré cité de la paix en 1926, Thoiry se devait de témoigner du combat de Briand pour la paix et la libre expression des convictions particulières de chacun. Sa statue en incarnera la force du symbole et la force de la pensée, et du fait du talent de son créateur, Miloš Žiranek, la force de la beauté. Et c'est tout à l'honneur du maire républicain de Thoiry, M. Gérald Dantinger, que d'en avoir conduit la mise en œuvre. Merci de votre attention.